Les podcasts de France Bleu Gironde, à votre service. Des solutions pour faciliter la vie quotidienne. France Bleu Gironde, à votre service. Nicolas Fauveau. Et nous sommes mercredi 9h33 et chaque mercredi, vous en avez l'habitude sur France Bleu Gironde. C'est votre rendez-vous avec la Chambre des notaires de la Gironde. Les notaires qui sont là pour vous conseiller, vous accompagner dans toutes les grandes étapes de votre existence. L'adoption d'un enfant, un mariage, un PACS, le régime matrimonial, l'achat du premier appartement ou de la première maison, l'optimisation fiscale et puis évidemment, un peu plus tard, les testaments, la transmission de son patrimoine, les ventes en viager. Vous posez toutes vos questions ce matin à notre notaire, c'est maître Marie Laborde-Latouche. Bonjour maître. Bonjour. Notaire à Bordeaux qui est là pour vous conseiller jusqu'à 10h. France Bleu Gironde, à votre service. Posez vos questions au 05 56 19 10 10 et sur nos réseaux sociaux. Et vous en profitez dès maintenant, vous décrochez le téléphone, les notaires qui vous répondent en direct et qui vous écoutent sur France Bleu Gironde. Donc 05 56 19 10 10, 9h34. On a une bonne grosse vingtaine de minutes à vous consacrer donc avec maître Marie Laborde-Latouche qui représente la Chambre des notaires de la Gironde. Décrochez le téléphone. On vous attend. On a également pas mal de questions comme d'habitude. Avant de prendre les premiers appels en direct, questions qui sont arrivées sur les réseaux sociaux. Corinne à Talence, maître Corinne qui nous écrit: nous allons vendre la maison de nos parents. Je découvre le message de Corinne. Nous allons vendre la maison de nos parents. Voilà, je l'ai retrouvé. Depuis la disparition de ma mère, c'est notre père qui détient la moitié de cette maison en pleine propriété. L'autre moitié en usufruit. Comment le prix de vente va-t-il être réparti? C'est la question que nous pose Corinne. C'est une question que l'on retrouve presque tous les jours dans nos études. Classiquement, la maison a été achetée par les parents, moitié chacun souvent. Au premier décès, effectivement, le conjoint garde sa moitié, le conjoint survivant garde sa moitié et choisit de prendre l'usufruit de l'autre moitié. Les enfants ne sont donc que nus propriétaires. À la vente de la maison, deux possibilités. Si tout le monde s'entend, le conjoint survivant peut conserver la totalité du prix et les enfants viendront récupérer les fonds leur revenant au décès du deuxième parent. Si tout le monde s'entend, on peut racheter un bien dans les mêmes proportions et, si tout le monde s'entend, on peut aussi répartir le prix entre le parent survivant et les enfants dans la proportion fixée par, on va dire, l'âge de l'usufruitier, puisque l'usufruit diminue en valeur au fur et à mesure du temps. Donc, le parent aura la moitié du prix et sur l'autre moitié, il aura une partie correspondant à son usufruit et les enfants auront le reste. Alors, sur cette question, vous le dites, quand on s'entend, souvent on ne s'entend pas. Est-ce qu'on peut s'opposer? Est-ce que l'une des parties peut s'opposer? Je pense au partage du prix. Au papa qui détient la maison donc pour moitié en pleine propriété, l'autre moitié en usufruit. Les usufruitiers peuvent dire non, le nu propriétaire peut s'y opposer? Oui, absolument. Le partage du prix, c'est comme le partage du bien immobilier. Si on s'entend pas, on peut finir par devoir demander au juge de trancher l'affaire. Et sur la vente, on peut s'opposer à la vente purement et simplement, dire non, cette maison, je veux pas la vendre, je veux continuer à y vivre. Alors, s'il y a un usufruitier, on ne peut effectivement absolument rien provoquer. L'usufruitier garde la main. Si lui ne veut pas vendre, le bien reste la jouissance de l'usufruitier. Bon, et on conseille à Corinne, à Talence, de se rapprocher de son notaire. 9h36, on prend les premiers appels ce matin. Bonjour Léo, vous êtes au Bouscat, on vous écoute avec notre notaire ce matin. Bonjour Léo. Maître Marie Laborde-Latouche. Quelle est votre question Léo? Bonjour, alors j'ai entendu la fin de la question précédente, du coup je pense qu'il y a, je crois qu'il y a un rapport, c'est un petit peu dans le même sujet. En fait, si vous voulez, voilà, mes parents sont séparés, mon père a refait sa vie avec du coup sa nouvelle compagne et il souhaite se marier prochainement pour, en fait, en cas de décès, que voilà, ma belle-mère du coup soit protégée et du coup puisse effectivement ne pas être mise dehors, en gros. D'accord. Vous avez des frères et sœurs, Léo, ou vous êtes fils unique? Non, on est deux enfants. Oui, je comprends, Léo. Alors, j'imagine votre question, c'est qu'est-ce qui se passe si votre papa décède?
Voilà, parce qu'en fait, si vous voulez, il nous propose une possibilité dans le cadre, en fait, comme ma belle-mère du coup n'a pas de descendance, ma belle-mère et mon père souhaiteraient du coup que mon frère et moi soyons les héritiers directs et que en fait la maison n'aille pas à des membres de la famille éloignés de ma belle-mère, par exemple. Et donc vis-à-vis de ça, en fait, il nous propose une solution, mais qui nous semble être un petit peu disproportionnée. Enfin, c'est-à-dire a priori, ce serait le truc le plus facile pour eux, mais ce serait que notre belle-mère nous adopte, en fait, de manière à... Alors, effectivement, je vois Maître Marie Laborde-Latouche hocher la tête, c'est qu'elle a des choses à vous dire là-dessus. Il y a plusieurs sujets dans votre question. Alors, l'adoption, effectivement, permet un lien de filiation entre vous et votre belle-mère, et vous pouvez effectivement devenir héritier de votre belle-mère. Mais attention, parce que derrière, il peut y avoir une fiscalité quasi confiscatoire, parce que si vous n'avez pas été élevé suffisamment longtemps par votre belle-mère, la fiscalité ne va pas suivre. Ah oui, d'accord. Donc ça va vous coûter très cher d'hériter de votre belle-mère. Alors après, effectivement, il peut y avoir l'idée de dire votre belle-mère sera l'usufruitière du bien, vous en serez les nus propriétaires, et à son décès, l'usufruit disparaissant, vous deviendrez pleinement propriétaire. Mais ça veut dire qu'effectivement, votre capital restera bloqué tout le temps de la vie de votre belle-mère. En général, dans ces cas de recomposition, il faut essayer de trouver un équilibre entre évidemment les intérêts des uns et les intérêts des autres, qui n'est pas forcément facile. Ça se passe bien avec votre belle-mère, Léo, elle est sympa? Oui, tout à fait. Oui, ça se passe très bien. Et puis en fait, le principal, c'est qu'en fait, effectivement, elle soit protégée et qu'elle puisse être usufruitière et en fait ne pas être embêtée et pouvoir vivre sa vie tranquillement si jamais mon père décède. Mais effectivement, comment est-ce qu'on fixe alors ces modalités d'usufruitier et puis de succession suite au usufruitier? Tout dépend qui achète au départ. Il se peut très bien que suivant qui a les finances ou qui peut les avoir, votre père peut acheter seul et faire un testament ou une donation au profit de votre belle-mère, dans laquelle il dirait qu'elle serait usufruitière, ou ils peuvent acheter chacun, l'un l'usufruit, l'autre la nue propriété, dès le départ. Il y a plusieurs techniques. D'accord, ok, ça marche. Donc, mais effectivement, par testament, en fait, tout ça est... Et on peut mettre ça en place avec un notaire. Et oui, on peut faire plein de choses, et je vous conseille effectivement de consulter une consoeur ou un confrère, parce que l'idée même, c'est de vous faire des schémas. Souvent, c'est plus parlant. C'est plus parlant, ok. Mais en tout cas, l'adoption n'est pas la seule et unique possibilité, quoi. Non. D'accord. Ok. Merci Léo pour ce coup de fil. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Au revoir, merci. Au revoir. France Bleu Gironde, à votre service. Décrochez le téléphone avec notre experte ce matin. Question au notaire avec la Chambre des notaires de la Gironde, représentée par Maître Marie Laborde-Latouche, notaire à Bordeaux. 05 56 19 10 10 pour la suite de vos appels. Maître, une question d'Evelyne à Talence qui nous dit: je suis veuve avec 3 enfants majeurs. Je rencontre des difficultés financières avec une toute petite retraite. Que dit la loi tout d'abord en matière d'aide aux parents et aux beaux-parents? Et comment mettre en place un viager? Est-ce qu'il me faut l'accord de mes enfants? Alors, les enfants, effectivement, il est prévu dans le Code civil qu'ils doivent assistance à leurs parents. Ça marche dans un sens et puis ça marche dans l'autre. Belle-mère, beau-père. Il peut effectivement y avoir un devoir d'assistance aux beaux-parents. La question du viager, alors si elle est seule propriétaire, elle est seule à décider de la vente. Le viager n'est qu'une modalité du paiement du prix. Donc le propriétaire peut décider seul de la vente de son bien. Il peut y avoir un sentiment de dépossession des héritiers qui se disent: cette maison, je l'aurais peut-être récupérée un jour et je ne l'aurai plus. Ouais, effectivement, je conseille toujours d'en parler aux enfants, puisque c'est un capital qui disparaît. Mais aujourd'hui, c'est vraiment une bonne façon aussi de rassurer les enfants que le parent aura de quoi subvenir à ses besoins, et notamment éventuellement au loyer de la maison de retraite jusqu'à la fin de ses jours. Et aujourd'hui, beaucoup d'enfants sont d'accord avec ce projet-là, parce que aussi ça leur permet d'être rassurés sur
les nécessités. Donc réunion familiale chez son notaire obligatoire. Favoriser la réunion familiale. Et la discussion évidemment. Voilà, avec des paroles de vérité. Et voilà pour Evelyne. À Talence, rapprochez-vous de votre notaire. Cédric à Bordeaux. On avait Léo au téléphone sur un cas alors un peu similaire. Cédric qui nous dit: mon papa s'est remarié après la disparition de ma maman. Nous avons peu de contacts. Comment savoir s'il a ou non souscrit un nouveau contrat de mariage? Alors ça fait partie des choses que vous ne saurez pas forcément, puisque ce qu'il y a dans le contrat de mariage doit rester. C'est privé, le régime matrimonial. Absolument. D'ailleurs, quand c'est la saison des contrats de mariage, en ce moment, on reçoit beaucoup de clients, et à la mairie, quand vous dites service de l'état civil si vous avez ou pas fait un contrat de mariage, vous fournissez un document qui dit juste que vous avez fait un contrat, mais l'officier d'état civil ne sait pas ce qu'il y a dans le contrat. D'accord, ok. La saison des contrats de mariage, donc ne traînez pas si vous avez des mariages qui arrivent au mois de mai, au mois de juin. Surtout, ça se bouscule. Venez nous voir au moins pour savoir de quoi il s'agit, et les gens font une confusion souvent entre contrat de mariage et priver son conjoint de droit dans sa succession. Ça n'a rien à voir. Un contrat de mariage n'empêche pas d'hériter de son conjoint. Et attention, ce régime matrimonial, on le choisit avant de se marier. Absolument, parce que changer de régime matrimonial après le mariage, c'est possible, mais c'est beaucoup plus compliqué et ça peut être très coûteux. Ça coûte de l'argent, effectivement. C'est Anne-Marie à Arcachon. Alors là, avec une question, ça, ce sont des cas de figure qui se reproduisent pas mal. Anne-Marie nous dit: j'ai été contactée par mail par une personne qui prétend que je suis bénéficiaire d'un héritage et qui me demande des documents. Comment s'assurer que c'est pas une arnaque? Alors on parlait il y a, je crois, un mercredi, il y a 15 jours, de ces généalogistes justement qui sont un peu les chasseurs d'héritiers qui se manifestent. Comment savoir effectivement si on a affaire à des gens honnêtes? Oui. Alors ne répondez pas tout de suite aux mails si vous avez un doute. Alors déjà, le nom des grands cabinets de généalogistes, vous tapez sur internet et vous allez déjà rapidement voir si ce sont des études qui ont pignon sur rue ou pas. Et alors il y a des études qui se créent, qui sont jeunes et qui sont tout à fait compétentes. Ouais. Donc si vous avez le moindre doute, vous allez voir votre notaire et nous saurons vous dire oui, non, là vous pouvez, ou surtout n'envoyez rien. Mais généralement, ces cabinets de généalogistes vous contactent par mail ou plutôt un coup de téléphone? Alors, il y a pas de règle. C'est vrai que maintenant, effectivement, le généalogiste, il prend aussi le moyen de communication qu'il trouve pour accéder aux potentiels héritiers. 05 56 19 10 10, Maître Marie Laborde-Latouche, notaire à Bordeaux, qui est là pour vous conseiller ce matin. Alors un cas, Vincent, on n'avait jamais eu ça. Vincent à Saint-Christoli qui nous écrit sur Facebook: je possède un appartement à Angoulême qui était loué. Le locataire est décédé au mois de novembre dernier. Ses affaires sont toujours dedans. Ses enfants ne sont pas venus les récupérer. Est-ce que j'ai le droit de tout vider? Ah oui, ça c'est des cas qu'on rencontre malheureusement j'avais jamais parfois. Eu encore à la radio, c'est la première fois. Alors le décès est une cause de résiliation du bail, donc en soi l'appartement est redevenu disponible à la location. Mais effectivement, la problématique des affaires personnelles du défunt. Alors si il y a un délai au-delà duquel on peut finalement vider l'appartement. Alors. Il a repris possession des lieux, donc effectivement, il est en droit si personne ne s'est manifesté, de mettre les affaires de côté, on va dire. Généralement, effectivement, quand ce sont des héritiers éloignés, les gens ne s'en préoccupent pas, et c'est même plutôt à la charge du propriétaire que de devoir libérer le local. Voilà pour Vincent, bon courage donc pour cet appartement où il y a encore donc ces meubles à vider rapidement. Benoît à l'Espar qui nous dit: comment faire pour limiter des droits de succession sur un bien immobilier, éviter une plus-value immobilière, et est-ce que la création d'une SCI peut être avantageuse? C'est des questions, la fameuse SCI. On a l'impression que c'est le remède miracle à tous les problèmes. Oui, c'est ça, la SCI. C'est exactement ça. Les gens pensent que avec une SCI, on évite les droits de succession.
Pas du tout. La SCI, c'est une structure juridique, c'est une société. Donc, que vous soyez propriétaire d'un bien immobilier ou que vous soyez propriétaire de parts de société, les droits de succession sont calculés sur la valeur que vous possédez. Donc, que ce soit une maison ou des parts de société, ça a une valeur et vos droits de succession sont calculés sur la valeur que vous possédez. Bon, sur les plus-values immobilières, les résidences principales sont exonérées, pas les résidences secondaires ? Absolument. La vente de la résidence principale est exonérée. La vente d'une première, on va dire, résidence secondaire, quand on n'est pas propriétaire de sa résidence principale depuis au moins 4 ans, peut être exonérée si on s'engage à utiliser les fonds pour racheter une résidence principale. Voilà et sur les SCI, donc on est sur un dossier très technique. Là aussi, rendez-vous chez le notaire pour voir si la création d'une SCI peut être la bonne formule. On finit avec le dernier SOS du jour. Sylviane à Pessac. Il y a 2 questions dans le message de Sylviane. Est-ce qu'un PACS protège les futurs enfants et est-ce qu'un mariage met automatiquement fin à un PACS ? Le mariage met fin au PACS, absolument. Il n'y a pas de démarche particulière. Rien à faire. Rien à faire. Est-ce que le PACS protège les futurs enfants ? Moins qu'un mariage ? Alors, le PACS ou le mariage, il n'y a pas de rapport avec les enfants. C'est plutôt le PACS en soi ne rend pas le conjoint héritier. C'est là où il faut faire très attention. Il faut faire un testament en plus du PACS. Donc le mariage est plus sécurisant. Le mariage, pour l'instant, au regard de la loi, est toujours un peu supérieur au PACS. Merci beaucoup pour tous ces conseils, maître Marie Laborde-Latouche, qui représentait la Chambre des notaires de la Gironde. Merci maître, et retour des notaires évidemment sur France Bleu Gironde mercredi prochain. À votre service, à la radio sur France Bleu Gironde. Du lundi au vendredi, de 9h à 10h.